slides du coup, vas-y, ça va. Ouais, juste les slides. Parfait. Après, si j'ai besoin d'aide sur YouTube, si je vois que c'est la folie, je te demanderai. Tu me demandes et Yes. je t'aide. Bonjour, bienvenue sur DigiSchool pour ce 3e épisode de révision de philo. Alors, vous avez fait jusqu'ici déjà Désir et Bonheur, et puis les 2 autres d'avant, je ne me rappelle plus trop ce que c'était, mais là, on va faire les 3 chapitres importants qui sont liés entre eux. Alors, quand on vous présente le programme, de manière spontanée, ils ne sont pas ensemble, d'accord? Parce que vous avez d'un côté la société et les échanges, mais autrui fait partie du chapitre sur le sujet. Pourtant, il est impensable de séparer complètement la société et les échanges d'autrui. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Et c'est aussi pour vous montrer que même si vos thèmes sont dans des, on va dire, des cases spécifiques, d'accord, le sujet, la culture, la raison et le réel, etc., ils peuvent très bien se retrouver ensemble le jour de l'examen. Je vous montrerai des exemples concrets tout à l'heure. Alors, encore un truc, attention, les séries ES, ces thèmes sont hyper chauds pour vous, d'accord? Parce que la société et les échanges, c'est hyper en cohérence avec votre programme de SES, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez une grande probabilité pour tomber dessus. Bien sûr, il y a 3 sujets, donc les 3 sujets ne sont pas là-dessus, mais il y a quand même une grande chance pour qu'il y en ait au moins un des 3 qui soit sur la société, les échanges ou autrui. Parce que, en fait, ça fait quelques années maintenant, mais même très souvent, le sujet du bac, le sujet proposé au bac est en cohérence avec le restant du programme. Donc, pour vous, et en fait, c'est génial parce que si vous maîtrisez bien votre matière, votre grosse matière qui est la SES, vous pouvez hyper bien vous en sortir en philo sur des sujets comme ça, parce que ça vous donne de la matière. Alors, autrui, pourquoi réfléchir sur autrui? Parce que je ne vis pas tout seul, d'accord? Je vis avec les autres. Qui est autrui? Quand on parle d'autrui en philosophie, quelle est la définition qu'on va donner, d'accord? C'est pas mon autre, c'est pas mon ami, c'est pas mon autre, mon parent, c'est pas mon autre. C'est plus spécifiquement une personne unique avec un corps propre à elle, d'accord? Un psychisme propre, d'accord? Psychisme, c'est toute la vie intérieure, la vie mentale. Une existence propre, d'accord? Ce qu'elle fait dans le monde avec ce corps et cet esprit. À la fois semblable et différente de moi. Semblable parce que, comme moi, d'accord, elle a des besoins qui correspondent à la nature humaine. Mais par contre, différente parce qu'elle ne va pas les exprimer de la même manière. Et parce que de toute façon, elle n'aura pas le même caractère, etc., etc. Je reviens sur un corps propre, un psychisme propre, etc. Vous avez tous entendu parler de la greffe de tête, d'accord? C'est un truc qui a fait la une des médias, etc., etc. Ce qui va poser énormément de questions en philosophie, et surtout la partie qu'on appelle éthique, la morale, d'accord? Parce que si une personne, c'est son corps, greffer une tête sur un autre corps, c'est quand même hyper chaud. En plus, c'est un des débats qu'on avait en cours. Si la personne qui a réussi, si la greffe de tête réussit, d'accord, si jamais ça réussissait, donc on arrive à greffer la tête de ce russe, je crois il est tétraplégique, sur le corps d'un donneur. Est-ce que cette personne, que ça marche, que cette personne a des enfants, à qui seront les enfants? Est-ce que ça sera les enfants de celui qui a la tête ou est-ce que ce sera les enfants du corps? Donc vous voyez, ça pose énormément de questions. Alors, pourquoi réfléchir à cette notion? Parce que, de toute façon, nous en avons besoin, d'accord, nous le ressentons, mais une des premières choses, nous sommes biologiquement équipés pour l'interaction avec autrui.
Ceux qui connaissent la série Bref, qui commencent à avoir un petit peu d'années maintenant, ont regardé une des premières, je crois, J'ai pris le métro, où il dit j'ai fait bâiller des gens 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 8. Et c'est assez marrant. En fait, derrière cette vidéo humoristique, il y a une vraie réalité biologique, à savoir certains de nos neurones ont une fonctionnalité miroir, d'accord? C'est ceux qui nous permettent l'apprentissage, qui nous permettent de copier ce qu'on fait. Si cette question des neurones miroirs vous intéresse, parce qu'elle est super intéressante et en plus elle a énormément de, comment on appelle, de conséquences en neuromarketing, vous pouvez aller voir les vidéos de celui qui fait Y penser, d'accord? Il a fait une vidéo sur le bâillement, mais en fait c'est sur les neurones miroirs qui est génial. Et ça vous apprend plein de choses, notamment comment on peut vous manipuler à votre insu, entre guillemets. Ça met en avant le fait qu'il y a une vraie, grâce aux neurones miroirs, il y a une vraie contagion émotionnelle, d'accord? Par exemple, les mouvements de panique ou le fait de pleurer devant un film, etc., etc. Tout ce qui fait que, en fait, nous pouvons rentrer en relation avec les autres et comprendre ce qu'ils ressentent, décoder tout le langage qui n'est pas verbal. Ensuite, vous avez vu, on a insisté sur le fait de dire qu'on était équipé, pas déterminé. Vous verrez ça quand vous ferez le déterminisme. Ensuite, sans autrui, pas de survie. Alors, si le petit chaton peut s'en sortir au bout de quelques jours, quelques heures, d'accord, s'il a vraiment, on va dire, les réflexes acquis dès les premiers moments, ce n'est pas du tout pareil pour l'humain, pour qui il va falloir bien 20 ans, voire 25 pour certains, avant d'être autonome et de pouvoir s'en sortir. Donc, clairement, sans autrui, pas de survie. Ce qui vient un petit peu contre, vous l'avez vu, d'accord, ce qui vient un petit peu contre l'état, vous savez, l'état de nature de Rousseau, où il dit qu'en fait, finalement, nous n'avons pas besoin des autres, nous pouvons très bien, enfin, dans cet état de nature, l'homme n'avait pas besoin des autres, il s'en sortait, etc., etc. Dans la réalité, quand on a un enfant, on voit qu'il est complètement démuni, d'accord? Bon, c'était un autre, Rousseau l'a fait dans un certain cadre, mais c'était intéressant de confronter les deux données. Alors, ensuite, sans autrui, d'accord, je risque de ne pas être très objectif. Parce qu'en fait, ce que je suis, même un petit peu parfois, pas toujours, nous ne sommes pas déterminés, d'accord, nous sommes quand même libres, mais parfois, même ma génétique, ce qu'il y a eu avant, dans les années avant, me détermine un petit peu à être pessimiste, optimiste, etc., etc. Mon histoire, mon inné, mon acquis, etc. me font voir le monde d'une certaine manière. Et parfois, je manque un petit peu d'objectivité. Le fait d'être en relation avec autrui va me permettre une meilleure ouverture sur le monde, va me permettre de prendre conscience de certains aspects de la réalité que je n'avais pas vus du tout, pour plein de raisons différentes. Et ensuite, il apparaît clairement que qui est tout seul n'est pas très heureux. Bien sûr, vous avez le dicton qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais ça, c'est pas vrai de manière universelle, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui souffrent de solitude, et c'est même devenu, je crois que c'est en Amérique, c'est même devenu quelque chose de reconnu comme un vrai problème social. Donc, on a absolument besoin des autres pour être heureux, parce que, et là vous l'avez sans doute vu aussi quand vous avez fait ce sujet, d'accord? Là, on est en révision, je ne peux pas vous faire un cours, parce qu'il faut plus d'une heure sur chaque notion, et là on en fait 3 d'un coup, mais vous l'avez certainement vu en cours, toute la réflexion d'un philosophe grec comme Aristote sur l'amitié, d'accord? Le fait qu'on prend un vrai plaisir à l'amitié, avec des remarques complètement basiques, mais dit, en fait, l'amitié fait qu'on a envie d'être avec la personne avec laquelle on est amis, c'est ce qui nous fait partager des valeurs, etc., etc. Alors, que nous disent les philosophes? Vous le savez, on va le voir après dans les autres sujets, chaque fois que je vous propose ou qu'on fait des corrigés de bac blanc, je vous dis, cherchez l'auteur. Parce que quand on vous propose un sujet, on vous propose très souvent, on essaye très souvent de faire en sorte que le sujet fasse appel à un auteur précis. Donc, il faut absolument maîtriser un tant soit peu les auteurs. Pas tous, il y en a 51 au programme. Mais il y a quand même des auteurs majeurs. On ne peut pas se passer de la trilogie de tête, Socrate, Platon, Aristote par exemple. Pareil, il semble difficile de se passer de Rousseau, parce que c'est un auteur qui a beaucoup marqué l'histoire française, etc. Bon, on reviendra dessus. Que nous disent les auteurs à propos d'autrui? Bon, là, c'est la fameuse, vous savez, la très célèbre phrase d'Aristote. L'homme est par nature un animal politique. Là, je vous montre un extrait, en fait, c'est le tableau de Raphaël, vous savez, qui est à Rome, dans la chapelle Sixtine, où, en fait, le peintre Raphaël a représenté ce qu'on appelle l'école d'Athènes. Et en fait, dedans, il y a énormément de philosophes de l'Antiquité. Donc, vous pouvez taper tableau de Raphaël avec la signification des personnages et vous allez voir, il y a énormément, en fait, de philosophes antiques et c'est assez sympa à regarder. Bref, tout ça pour dire, Aristote nous dit
l'homme est par nature un animal politique. Attention, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ça ne veut pas dire l'homme est par nature un animal qui fait de la politique. Pas du tout. En fait, le problème de cette traduction, c'est que c'est une traduction littérale. Il aurait mieux fallu mettre l'homme est par nature, enfin traduire l'homme est par nature un animal social, parce que polis en grec, c'est la cité, d'accord? Donc ce que veut nous dire Aristote, c'est que l'homme est par nature un animal social. Et vous allez le voir dans votre cours, d'accord, avec vos profs, on va vous faire travailler dessus. C'est une idée qui sera contestée par Rousseau, qui dira que l'homme n'est pas par nature un animal social. Mais c'est un autre problème. Rousseau, par rapport à autrui, nous dit, avec quelque part des siècles d'avance sur les études de la psychologie qui nous parlent de l'empathie et tout, qui nous dit, ben en fait, c'est la pitié qui nous conduit, c'est la pitié envers autrui qui nous conduit à partager ses souffrances, etc., etc. Ensuite, on trouve Hobbes. Alors, si Rousseau, vous l'avez vu encore une fois, si pour Rousseau, l'état de nature, c'est un état où en fait, c'est pas un état paradisiaque, mais c'est un état neutre moralement, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal, l'homme est libre, etc. Donc, c'est plutôt positif. Chez Hobbes, l'état de nature, c'est, comment on appelle ça? C'est la guerre de tous contre tous, d'accord? C'est un état qui rend la vie humaine courte, brève, compliquée. Enfin, vous l'avez vu, puisque vous avez normalement un petit peu vu le Léviathan, d'accord? Qui est le livre majeur de Hobbes. Mais pour Hobbes, en fait, finalement, et là, il reprend une idée qui était déjà là dans l'Antiquité, d'accord? Qui est une idée de Plutarque. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, il va falloir, pour mettre tout le monde d'accord et faire en sorte que la vie sociale soit possible, il va falloir un état très fort. Et vous le recroisez de manière logique dans le cours sur l'état. Si jamais vous, parce qu'en fait là, depuis le début, j'essaye de vous, enfin je vous le dis, mais je vous le dis très souvent dans les vidéos, même si en philo, pour réussir, il y a beaucoup une part de réflexion personnelle et de maturité, il y a aussi un truc dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est une connaissance de base et de certains auteurs et de certains concepts, d'accord? Mais de manière réaliste, vous n'avez pas le temps de tout lire. Vous n'avez pas le temps de tout lire. Parfois, on va dire, les formulations sont un petit peu compliquées, honnêtement, c'est vrai, parce que ce sont des écrivains qui sont du XVIIe, XVIe, donc la langue a évolué et ça vous laisse un petit peu, on va dire, démunis. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à lire de texte, parce que dans l'idéal, il faudrait lire des textes. Si vraiment vous n'arrivez pas à lire de texte, vous pouvez toujours aller sur YouTube, vous avez une chaîne qui s'appelle Dédicto, d'accord, qui vous fait des résumés, en fait, qui vous raconte, entre guillemets, ce qui se passe dans le livre, des résumés des livres importants, notamment le contrat social de Rousseau, mais aussi le Léviathan de Hobbes. Même si vous ne comprenez pas tout, imprégnez-vous-en, ça vous sauvera le jour de l'examen, mais vous verrez, ça vous donnera un vrai bagage culturel. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y, regardez-les, ça dure 7 minutes, c'est pas très difficile. Et vous n'imaginez pas à quel point vous serez content de l'avoir fait le jour J. Et enfin, le dernier, alors là, c'est vraiment pour ceux qui, on va dire, c'est Emmanuel Lévinas, d'accord, qui dit « Autrui m'ouvre à Dieu », d'accord, le visage d'autrui m'ouvre à Dieu. Bon, ça c'est pour ceux qui sont plus, on va dire, portés sur quelque chose de plus. Mais il faut savoir que ça a existé parce que, et puis normalement vous allez le voir en cours, d'accord, parce que il y a un texte un peu connu de lui, parce que ça fait partie de la culture. Alors, un exemple de sujet qui va me permettre de vous rappeler comment on fait une disserte de philo. C'est le sujet qui est tombé, je crois que c'était le sujet pour les lycées français de Washington, si je ne vous dis pas de bêtises. Et bingo, en SES. En ES, pardon. Donc, peut-on devenir soi-même sans les autres? Hyper difficile. Désolée, enfin c'est vrai, c'était vraiment difficile. Parce qu'en fait, il faudrait déjà se poser la question de savoir qui est soi-même, qu'est-ce que je mets dans moi-même. D'un certain côté, les autres ne me connaissent pas. Donc, ouais, j'ai pas besoin d'eux parce qu'a priori, parfois, ils m'influencent, ils influencent mon comportement, alors qu'en fait, si ça avait été que de moi, je l'aurais pas fait comme ça, etc., etc. Mais d'un autre côté, eh ben, Mozart serait sans doute pas devenu Mozart s'il n'avait pas eu des parents, des professeurs qui l'avaient soutenu, etc., etc. Pareil, en fait, pour tous les grands hommes qui, à un moment donné dans leur vie, ont croisé un autre qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, comment on va faire? Quelle est déjà la première chose, enfin le critère de réussite d'une disserte de philo? C'est de voir que la réponse n'est pas binaire. C'est pas oui ou non, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut juste dire qu'il faut être nuancé. C'est oui à certaines conditions. Par exemple, si je suis dans une secte, objectivement, les autres ne m'aident pas à devenir moi-même. Ils m'aident à être un joli petit mouton bien suiveur de la communauté, mais ils ne m'aident pas à être moi-même, d'accord? Mais d'un autre côté, normalement,
on va dire, dans une interaction normale avec autrui, eh ben, les autres m'aident à devenir moi-même. Et en plus, la confrontation avec ce qui n'est pas moi, d'accord, avec la différence, l'altérité, me permet de dire, ça c'est bien quelqu'un que je voudrais imiter, parce que ça me correspond, c'est des valeurs, c'est un caractère, etc. Ça par contre, c'est pas trop moi, c'est quelqu'un, il a un gros tempérament, moi je suis plutôt timide, etc. etc. D'accord? Donc, première chose, voir la nuance, montrer au professeur qu'il y a un paradoxe, et que donc la réponse sera nuancée. Deuxième chose, peut-on devenir soi-même sans les autres? Je vais devoir définir les termes, d'accord? Et là, ça nécessite d'avoir un petit peu réfléchi à la question, parce que soi-même, vous allez me dire, soi-même, c'est mon histoire, c'est mon corps, c'est ma vie. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais on va développer un petit peu. Alors, depuis le début, que je fais avec vous des corrigés, je vous explique comment on fait un plan. Le plan en 3 parties. Alors, il y a eu un gros débat en fait parce que certains jurys de bac disaient mais c'est pas grave s'ils font que 2 parties, on va pas les sanctionner si la copie est bonne. Et d'autres qui disaient non, il faut quand même sanctionner parce que la méthodologie c'est 3 parties. Donc selon les académies, il y a un petit peu de flou. Maintenant, pour être honnête et sûr de s'en sortir à chaque fois, moi je vous conseille de faire 3 parties parce qu'en fait c'est pas très difficile et en même temps vous êtes sûr de ne pas perdre des points bêtement pour la méthode. Alors, qu'est-ce que je fais dans la partie 1? Dans la partie 1, je vais définir le terme important. Ici, ça va être soi-même, puisque vous avez vu, là, vous avez 2 notions qui sont en jeu. Celle-ci qui est tirée du chapitre sur le sujet, d'accord? C'est évident. Dans le sujet, on va avoir la conscience, on va avoir l'inconscient, on va avoir aussi le désir, d'accord? Et ensuite, autrui, clairement, tout de suite, le chapitre sur autrui. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter son cours bêtement. Il s'agit de mobiliser les éléments qui nous intéressent dans ce même cours, d'accord, avec en rajoutant par-dessus un petit peu beaucoup, notre réflexion personnelle afin de construire un plan et de répondre à la question. Et le plan, c'est facile. Toujours la même chose. Grand 1, je vais définir le terme en jeu. Là, je vais définir soi-même. Ok, alors soi-même, très bien. Qu'est-ce que c'est? Bon, soi-même, c'est mon histoire, d'accord? Soi-même, c'est ma manière de voir le monde, c'est mon caractère. C'est le fait que je suis une personne à part entière, d'accord? Je ne peux pas transmettre ma personnalité à quelqu'un d'autre. Première chose. Deuxième chose, devenir soi-même, d'accord? Être soi-même. Bon, évidemment, après, on aura pu parler aussi de tout ce qu'il y a dans, conscience, inconscient. En petit b, deuxième chose, deuxième constat qui était mis en avant par Nietzsche, d'accord? Quand il disait « deviens ce que tu es ». Devenir soi-même demande un effort. Je ne suis pas moi-même de manière, on va dire, innée. Je dois, par exemple, c'est tous ceux qui expliquent, dans telle situation, je ne pensais pas, mais j'ai eu les ressources nécessaires pour m'en sortir. Donc, c'est apprendre à se connaître, déjà, et aussi à assumer ce qu'on est. Parce que, clairement, c'était, quand j'étais au collège, il y avait cette mode, alors j'aimais pas trop, mais je le faisais quand même, parce que j'avais peur de me faire remarquer, puis j'avais peur qu'on se moque de moi, etc., etc. Donc, cette idée qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie, et que vous pouvez très bien réexploiter, et je vous donnerai un titre de film tout à l'heure qui pourrait vous aider à réfléchir à la question. Devenir soi-même est un effort, d'accord? C'est ce qui rejoint un petit peu l'idée, vous savez, on ne naît pas femme, on le devient. Cette idée qu'il faut se conquérir soi-même. Et à un moment de dire, voilà, moi, j'ai tel caractère, j'ai telle valeur et j'ai telle histoire, et je veux faire ça de ma vie. Et ça demande une vraie conquête, d'accord? Parce que même si, on va dire, c'est en germe à la naissance, d'accord, c'est un petit peu inné en vous, etc., ça va demander, au fil de l'éducation, de la prise d'autonomie, etc., une vraie conquête et une vraie prise de décision. Petit 2, les contre-arguments, d'accord? Première partie, je vais définir le terme en jeu. Deuxième partie, les contre-arguments. Bon, autrui, ne m'aide pas toujours avec moi-même, déjà parce que des fois, il comprend, mais absolument rien à ce que je suis, d'accord? Typiquement, je sais pas, moi, mon père était électricien, il adorait l'électrique, et quand je lui ai dit que j'allais faire de la philo, il a fait une crise cardiaque, d'accord? Donc, parfois, les autres ne peuvent pas du tout nous aider. Ensuite, les autres sont parfois complètement mal intentionnés. Donc, parce qu'ils ont un intérêt à garder une certaine emprise sur nous, etc., etc. Pareillement, dans cette petite partie-là, la 2, on n'oublie pas, d'accord, parce que là, je vous ai donné les contre-arguments qu'on va mettre en petit b, mais en petit a, on n'oublie pas de définir le deuxième terme, qui est autrui. Autrui, c'est une personne, d'accord, exactement la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est une personne qui a un corps propre, un psychisme propre, une existence propre avec son histoire, et qui est à la fois semblable et différente, d'accord?
mais dont j'ai absolument aussi, on va dire, avec laquelle je suis confrontée dès la naissance, puisqu'en fait, ce sont des autrui qui prennent de moi, alors même que n'en ai pas encore conscience, parce que je suis un nourrisson de 2 heures. Donc évidemment, vous voyez, on a forcé un petit peu les contre-arguments. Les contre-arguments sont toujours un petit peu forcés. Mais c'est pour montrer au correcteur qu'on a vu que le réel n'était pas binaire, qu'il fallait prendre en considération certaines choses. Bah oui, les autrui qui sont mal intentionnés, enfin les autres, entre guillemets, ça serait plus français, ça existe. Et c'est vrai que ceux-là ne peuvent pas du tout nous aider. Pareil, mon petit frère de 7 ans ne va pas m'aider, a priori, à résoudre des questions existentielles. Parce qu'il n'a pas encore la compétence. Donc parfois, autrui n'est pas compétent. C'était nos contre-arguments. Troisième, mais évidemment que j'ai absolument besoin d'autrui pour être moi-même pour plusieurs choses. Ce qu'on a dit tout à l'heure, autrui m'ouvre à l'objectivité. Parfois, il me fait prendre conscience d'un trait de caractère qui m'appartient, dont je n'avais pas du tout conscience. Ceux qui vont me dire, non mais en fait, toi tu as de la chance, tu es super doué dans telle chose, alors que moi j'y arrive pas. Quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience, d'accord? Et ensuite, deuxième chose, les autres qui sont bien intentionnés, qui ont des compétences, etc., on en a plus que besoin. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des autres médecins, heureusement qu'il y a des autres professeurs, heureusement qu'il y a des autres réparateurs de voitures, etc., Parce qu'on a tellement de besoins qu'on ne peut pas y répondre tout seul. C'est une idée qu'on retrouvera avec Platon. D'accord? Donc, on se rappelle, autrui, non seulement autrui ne m'empêche pas normalement, si autrui est bien intentionné, ne m'empêche pas de devenir moi-même, mais en plus, j'ai du mal à devenir moi-même sans les autres, parce que déjà, c'est eux qui vont m'éduquer, etc., mais en plus, ils vont m'ouvrir à une certaine objectivité, sans laquelle, une objectivité sur le monde, mais sur moi-même, qui vont me permettre d'avancer, etc., Donc, je récapitule. Grand 1, le terme important. Grand 2, les contre-arguments. Évidemment, on force un petit peu le trait, mais c'est dans le but de montrer que nous avons bien étudié la question. Et grand 3, la réponse définitive. Je ne peux pas devenir moi-même sans les autres. Déjà, d'un point de vue biologique, je ne m'en sors pas. D'accord? Je suis un nourrisson. Si on ne s'occupe pas de moi, je meurs de faim. Vous allez voir, ce plan-là, il est quasiment valable pour tous les sujets. Et on va en faire d'autres avec la société et les échanges. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'arrête pas de parler. Oui. Alors là, tout le monde me demande au niveau de l'introduction, parce que tu disais que je ne comprends pas. Vous nous dites de définir tel sujet dans les petits et les grandes parties, mais l'introduction. Qu'est-ce qu'on fait de l'introduction? Alors, l'introduction, excellente question. Parce que je sais qu'il y en a qui disent oui, mais il faut faire une mini définition dans l'intro. Attention, ça c'est hyper casse-gueule. Parce que vous aurez l'impression, en continuant d'écrire, que vous avez défini, mais en fait, souvent vous n'avez pas bien défini parce que vous n'avez pas le temps. Et en plus, normalement, pour on va dire une notion qui est importante, vous n'aurez pas la place dans une intro. Qu'est-ce que je fais en intro? En intro, je fais une accroche, une objection, d'accord, pour poser le problème. Une accroche. Techniquement, sans les autres, je ne peux pas survivre, d'accord? Parce que quand je suis à l'état de nourrisson, si les autres ne viennent pas m'aider, non seulement je ne peux pas devenir moi-même, mais en plus, je meurs. Donc, finalement, peut-on devenir soi-même sans les autres? Il semble que non. Objection. Et pourtant, parfois, l'intervention des autres dans notre vie n'est pas toujours bénéfique. Et elle ne nous permet pas d'épanouir ce que nous sommes. D'accord? C'est l'exemple des personnes qui ne nous comprennent pas, des personnes mal intentionnées, etc. Accroche, objection. Un état de fait, une chose qui vient le contredire pour montrer qu'il y a une tension dans la question. Ok? Ensuite, reprise du sujet. Donc, à la lumière de ces deux arguments, donc, peut-on devenir soi-même sans les autres? Annonce de la problématique, d'accord? Toujours la même formule, depuis des millions de vidéos, je vous répète. L'enjeu de la question sera de savoir si vraiment je peux devenir moi-même sans les autres. D'accord? C'est toujours la même formule. L'enjeu de la question sera de savoir si. Et ensuite, en dernière partie, annonce du plan. Ok? Moi, je vous déconseille vraiment sincèrement, et je ne suis pas la seule à penser ça dans mes collègues, de faire même une micro, ou alors de partir d'un truc du sens commun. Par exemple, pour le bonheur, très souvent, on définit le bonheur comme une absence de douleur et une réponse au plaisir. Oui, d'accord. Ça pourrait marcher dans le sens où on se dit, ça me sert d'accroche pour pouvoir ensuite donner une objection. Mais il me semble très très risqué de ne pas redéfinir à un moment donné des termes sur lesquels vous avez passé plusieurs heures dans l'année. Parce que même d'un point de vue stratégique, il faut montrer au correcteur que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, une question toujours sur l'intro de Jules Mouchat. Faut-il faire plusieurs questions pour introduire le sujet?
Alors, c'est une question pour l'intro. Faut-il faire plusieurs questions pour introduire le sujet? Je pense que tu veux demander, faut-il faire plusieurs questions pour la problématique? Oui, si c'est pas de la répétition pure et dure. Si ça nous permet de voir, on va dire, de voir qu'il y a une vraie pertinence du problème. Maintenant, sincèrement, pour avoir corrigé des millions de copies, quand on a un fat paragraphe de questions, au bout d'un moment, on se demande même si l'élève, il fait pas juste du remplissage de copies. Donc, oui, plusieurs questions, mais si elles sont pertinentes. En gros, et après, question de boom clap, est-ce que tu peux donner un plan valable pour presque tous les sujets? Est-ce que je peux donner un plan valable pour presque tous les sujets? Alors, je peux t'en donner deux. Le premier, c'est celui-là. Grand 1, je définis le terme, d'accord? Là, j'aurais pu définir les autres, mais c'était plus stratégique de définir soi-même. Tu vas voir, on va faire deux autres sujets sur la société et les échanges où ça va marcher. Grand 1, je définis le terme important. Grand 2, j'apporte, évidemment, la définition du deuxième terme, mais aussi les contre-arguments. Et grand 3, je donne la réponse définitive et détaillée. Si jamais ce plan ne marche pas, ce qui est assez rare, on a un plan, ce qu'on appelle un plan bouée de secours, qui a été pensé par une prof et qui marche assez bien. On fait grand 1, dans une première partie, il semble que, tous les arguments qui viennent, d'accord, argument 1, celui-ci, ensuite argument 2, je fais référence à tel auteur, argument 3, etc. Et grand 2, mais il faut compléter. Voilà, ça c'est le plan bouée de secours. Le seul truc, si ce plan marche, tu peux t'en sortir, il y a des élèves qui ont eu 20 avec ce plan à deux parties, hein, parce qu'en fait ce qu'il disait dedans était tellement pertinent avec le sujet que le professeur, c'est ce que je t'expliquais juste avant pour les jurys, a décidé que tant pis c'est pas grave s'il manquait une troisième partie. Voilà, ça c'est le plan bouée de secours. Grand 1, il semble que tous les arguments qui nous feraient pencher d'un certain côté pour dire oui je peux devenir moi-même sans les autres. Et en 2, non mais il faut compléter ces arguments parce que c'est pas suffisant pour répondre à la question. Il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai besoin de professeurs, j'ai besoin de médecins, etc., etc. Ça c'est le plan bouée de secours. Maintenant tu peux aussi améliorer ce plan bouée de secours qui est très opérant quand on a besoin et que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, en rajoutant une partie, à la limite ici, en définissant un terme, et puis tu fais « il semble que », mais en fait, il ressemble grosso merdo à celui-là. Voilà, je pense que tu vas voir, on va réutiliser la même procédure, c'est vraiment une procédure, c'est grand 1, le terme important, grand 2, les contre-arguments, grand 3, mais en fait, il faut compléter, apporter une réponse détaillée au sujet. Je voulais te dire un truc, mais je ne me rappelle pas. Ça va revenir. Ah oui, en sachant que ça, c'est la procédure. La procédure, elle est simple, d'accord? Tu peux très bien te dire, voilà, je vois mon sujet le jour J, il y a deux termes. Ok, je vais faire mon petit squelette. Dans un coin, je vais mettre, hop, grand 1, je vais définir le grand terme. Grand 2, tu pourrais faire ton squelette à remplir avant. Le problème, c'est que même si tu maîtrises très très bien la méthodologie, il faut avoir de la matière pour remplir. Et ça, c'est réflexion perso, connaissances, culture G, etc., etc. Voilà. J'étais un peu longue, mais je pense que c'était une question importante. On continue? Allez. Hop. Alors, la société. Ensemble de personnes entre lesquelles existent des relations organisées. Alors vraiment, la définition la plus simple de l'histoire de l'humanité. Organisée sur quoi? Organisée sur des valeurs. En France, liberté, égalité, etc., etc. Sur un projet commun. Faire en sorte que le bien commun, faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans la société. Sur une histoire commune, d'accord? Clairement, nous sommes le produit on va dire, d'une société déjà judéo-chrétienne, gréco-romaine, d'accord? Tout ça ensemble, on check. Ensuite, on a eu une royauté, puis on a eu une révolution, et aujourd'hui, on est un petit peu arrivé au résultat de tout ça, de toute cette histoire. Alors, milieu naturel de l'homme. Évidemment, ça, c'est l'idée d'Aristote, d'accord? Parce que l'homme est par nature un animal politique, parce qu'il prend plaisir à l'amitié, etc., etc. Idée qui est un petit peu, même carrément contredite par Rousseau, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et par Hobbes, d'accord? Pour lesquels, bien sûr, la société n'est pas, on va dire, impossible, mais c'est une création artificielle. Alors que pour un grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, il est complètement naturel d'être en société. Et ensuite, elle est nécessaire, d'accord? On va dire la première des sociétés, c'est la famille. Vous avez besoin, surtout à l'état de nourrisson, d'accord, qu'à un moment, quelqu'un prenne soin de vous. Parce que quand on est nourrisson, et même jusqu'à un certain âge, d'accord, à la limite, un enfant de 7 ans, c'est pour ça qu'on appelle l'âge de raison, pourrait commencer à s'en sortir. Mais techniquement, avant 7 ans, c'est quand même hyper difficile de s'en sortir. Donc, le contre-argument à ça, c'est de dire oui, mais quand même, il y a des gens qui choisissent de vivre tout seuls. Il y a les ermites, il y a les gens qui choisissent de sortir de la société organisée, etc., etc. D'accord, c'est vrai.
N'empêche qu'à un moment, heureusement pour eux, qu'ils ont croisé une société pour les éduquer, pour leur apprendre à lire, pour leur apprendre même les bases, on va dire, de la médecine, etc., etc. Sans tous ces savoirs acquis dans la société, ils ne pourraient pas choisir de s'en exclure. Alors, les problèmes principaux qui reviennent tout le temps, et qui sont, qui seront souvent derrière les sujets qui vous seront proposés. La société est-elle naturelle ou artificielle? D'accord? Bon, bah, évidemment, ça dépend de quel point de vue je me place. D'accord? Individu, société qui prime. Ni l'un, ni l'autre. D'accord? C'est pas la société contre l'individu ou l'individu contre la société. Les Grecs avaient une définition qui était très juste. La vertu, c'est le juste milieu. C'est l'un et l'autre. Parce que, en fait, concrètement, les individus constituent la société. Donc, ça serait quand même assez hallucinant qu'elle se retourne contre eux. Même si ça a déjà eu lieu, c'est un fait. Maintenant, les individus ont besoin d'une relation, d'une société où les relations sont organisées pour pouvoir faire en sorte de construire leur bonheur, etc., etc. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre. Ça va ensemble, il y a ce qu'on appelle une interaction. C'est exactement la même chose avec autrui, d'accord? Il y a une interaction. Je ne peux pas me passer d'autrui, il ne peut pas se passer de moi. Bah là, c'est pareil. Rappelez-vous de ça, la vertu, c'est le juste milieu. Quelles sont les conditions d'une société juste? Vous reverrez un petit peu cette question quand vous ferez de l'État. Les conditions d'une société juste, c'est d'abord une autorité juste. D'accord? Qu'est-ce qu'une autorité juste? Une autorité juste, c'est une autorité compétente. Ça veut dire qu'elle a les moyens de gouverner. Parce que techniquement, un enfant de 5 ans n'est pas une autorité juste. Elle a les moyens, elle a les compétences. Et elle vise le bien commun. Compétences et bien commun. D'accord? Ensuite, c'est une autorité juste qui établit évidemment des lois justes. C'est normal, si ça se fonde sur sa compétence et sa recherche du bien commun, ça marche. Et donc, évidemment, des lois justes, une société qui a pour but le bien commun. Donc, 3 critères. Une autorité juste qui établit des lois justes pour le bien commun. D'accord? Parce que le but de la politique, c'est le bien commun. C'est cet état de fait qui permet à chacun de construire son bonheur et de répondre à ses besoins. Voilà. Donc j'avance un peu. Alors, là, le but de vous proposer un tel sujet, c'était de vous montrer que société, c'est un des gros thèmes du baccalauréat. Pourquoi? Parce que dans ce terme, vous l'avez vu, on a l'histoire, on a la culture, on a la religion, on a la politique, on a autrui, on a tout. On a même l'art. Ça veut dire que, en fait, il y a des sujets comme ça au bac qui, à la limite, si vous n'avez pas le temps de tout réviser, révisez que cela. Parce que c'est ceux que vous allez trouver derrière quasiment tout. Donc, par exemple, il y a le bonheur, il y a la culture. La culture, vous ne pouvez pas aller au bac sans maîtriser la culture, c'est casse-gueule. C'est sûr que c'est casse-gueule. Il y a la vérité, on le trouve très souvent. Il y a, je vous ai dit bonheur, il y a la justice aussi, très souvent. Société en fait partie. Une société peut-elle se passer d'art? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire notre plan. Voilà, je suis le jour du bac. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme d'habitude. Je vais choisir de définir le terme qui me semble le plus important dans une première partie, le plus stratégique à définir. Je vais définir l'art. Ok. Pour l'instant, je ne suis pas en train de remplir mon plan. Je suis juste en train de concevoir son squelette. Dans une deuxième partie, je vais apporter mes contre-arguments. Évidemment, il va falloir que je tire un peu, comme à chaque fois. Et en 3, je vais donner ma réponse détaillée. Alors, pareil pour, hop, accroche, objection, reprise du sujet, problématique et annonce du plan. Hop, et voilà. Alors, je réfléchis 5 minutes, voilà, tata, je me dis, bon, en fait, clairement, c'est vrai que depuis que l'homme est homme, entre guillemets, depuis les grottes de Lascaux, on trouve de l'art partout. Mais d'un autre côté, l'art nous a jamais servi à se sortir d'une épidémie mondiale, d'une guerre mondiale. Enfin, l'art, d'un point de vue purement matériel et de tout ce qui concerne les problèmes liés à une société, l'art peut dénoncer à la limite cet état de fait, mais ne peut pas nous donner une solution. D'accord? Elle nous a jamais donné un vaccin miraculeux pour guérir tout, etc., etc. Donc, d'un certain point de vue, on va juste dire de l'organisation matérielle, l'art, est-ce que j'en ai besoin? Et en plus, maintenant, l'art, c'est un truc avec lequel les riches se font encore plus d'argent, je caricature évidemment, puisque c'est devenu un produit consommable comme les autres. Donc bon, je fais les contre-arguments. C'est évident que la réponse, une société peut-elle se passer d'art? Non. Toutes les sociétés qu'on connaît aujourd'hui, il y a de l'art.
Je vous parlais des grottes de Lascaux, mais on peut remonter à toutes les sociétés. Il y a de l'art partout. C'est même pire que ça. C'est que quand on voit ce qu'ont fait les Grecs et les Romains et l'énergie qu'ils ont dépensée à faire des belles choses, c'est juste impossible qu'une société puisse se passer d'art. Mais on va devoir creuser un petit peu. Alors, on va dire en accroche, je vais dire, bah voilà, techniquement, pour tout ce qui est des épidémies, des guerres, etc., l'art ne peut rien pour aider la société. Objection, pourtant, dans toutes les sociétés, d'accord, du monde connu, d'accord, depuis les grottes de Lascaux, on trouve de l'art partout. Si vous vous penchez un petit peu sur l'art égyptien, c'est juste ce qu'on a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, c'est juste hallucinant, quoi. Donc allez voir, c'est vraiment intéressant. Reprise du sujet, donc une société peut-elle se passer d'art? Annonce du plan, problématique. L'enjeu de la question sera de savoir si vraiment je peux affirmer qu'une société peut être une société, d'accord, être vraiment constituer une société sans art. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, la société se sert de l'art comme cohésion sociale. De la même manière que le ciment permet d'assembler les pierres ensemble, l'art permet aux gens qui constituent la société de faire un, entre guillemets. Tous les Français connaissent Notre-Dame de Paris, le château de Versailles, enfin plein de choses, même les grottes de Lascaux à la limite. Pareil, à l'inverse, on sait que quand un envahisseur veut affaiblir un ennemi, la première chose qu'il commence à détruire, c'est son art. Parce que l'art représente les valeurs de cette société. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, quand il y a eu la Révolution et qu'on a voulu se débarrasser de tout ce qui représentait la royauté, l'Église, etc., pour passer à autre chose, on a coupé, d'accord, les têtes de beaucoup de statues. Ici à Lyon, on a la grosse cathédrale Saint-Jean, où sur le portail, eh bien, il y a plein de statues qui n'ont pas de tête. Bah, c'était ça le délire. Bon, après, il y a eu, on a voulu, si vous connaissez aussi, à Paris, il y a un truc, comment ça s'appelle, une chapelle avec il y a 750 mètres carrés de vitraux, immense. Et en fait, pareil, c'est un truc monté par Louis IX, dit roi Saint-Louis. Donc, quand il y a eu la Révolution, on s'est dit, bon, ça fait partie des reliquats de royauté christianisme, on va s'en débarrasser. Mais en fait, c'était plus que ça, parce que les gens ont dit non, mais quand même, c'est de l'art, on va pas trop y toucher. Voilà, donc tout ça pour dire, accroche objection, finalement l'art ne peut rien, mais on en trouve partout. Reprise du sujet, annonce du plan. Dans une première partie, je vais définir ce que c'est que l'art, et là, si vous n'avez pas appris votre cours, ça va être chaud. Dans une deuxième partie, contre-argument, ce que je viens de vous dire, l'épidémie, mais aussi le fait que l'art a servi à asseoir le pouvoir d'hommes horribles, comme Staline, enfin... Il y a énormément de dictatures qui sont passées par l'art pour rendre gloire à la magnificence de leur personne. Et finalement, on pourrait se dire, bah, l'art, moyen de manipulation comme un autre. D'accord ? Et ensuite, en 3, évidemment, on va dépasser ces arguments en disant que du point de vue individuel, d'accord, l'homme a besoin de l'art. L'homme a besoin de l'art parce que ça lui amène du beau. Et là, vous connaissez peut-être la phrase de Maslow qui dit, bah, en fait, vivre dans le beau, c'est aussi nécessaire pour un homme que de manger. L'homme a besoin du beau pour son bonheur, il a besoin d'exprimer ses émotions en faisant de l'art, d'accord? Et donc là, ça va plutôt être l'art contemporain, parce que vous savez que l'art contemporain affirme de manière, enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne que l'art contemporain a choisi, contrairement à l'art classique, de se débarrasser du problème du beau pour se concentrer sur quelque chose de plus provocateur, voilà, faire passer un message plus sulfureux, quoi, en gros. Même si on ne peut pas réduire l'art contemporain à ça, parce qu'il y a des très belles œuvres en art contemporain. Mais n'empêche qu'ils assument ce fait de dire, bah voilà, nous on va se passer des règles, on va se passer des techniques, on va faire de l'art autrement. Bon. Tout ça pour dire que, en 3, la société ne peut pas se passer d'art parce qu'elle est composée d'individus, et l'individu a besoin de l'art. Typiquement, je vous dis, vous passez la prochaine année, les 365 jours qui arrivent, sans musique, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font une crise cardiaque. La deuxième chose, c'est que pour ce qui est de sa cohérence à elle et de sa cohésion sociale, elle a besoin d'avoir une œuvre d'art qui représente son histoire, qui représente ses valeurs, etc., etc. D'accord ? Tous les gens qui vont visiter Versailles ne sont pas des royalistes convaincus. Évidemment, ils se disent « Ouais, c'est magnifique, ça fait partie de notre patrimoine culturel, c'est un moment où la France a régné sur l'Europe, etc., etc. » Voilà, donc je répète, au risque de vous lasser, mais au moins vous aurez retenu, grand 1, je définis l'art. Comment je définis l'art ? Bah, l'art, vous verrez quand on fera le cours sur l'art, mais grosso merdo, rapidement, l'art c'est une activité visant à produire une œuvre selon une certaine idée de la beauté, d'accord ? Une recherche d'harmonie, etc., etc. Et là, vous pouvez faire la distinction évidemment avec l'art contemporain. Mais on reviendra dessus quand on fera le cours sur l'art. Grand 1, je définis
le terme important. Grand 2 ici, je vais mettre petit a, qu'est-ce que la société? Et là, c'est pareil, il va falloir utiliser des éléments du cours. Petit 2, les contre-arguments, ce que je vous ai dit. Et ensuite, en 3, évidemment, on sort de ces arguments qui, finalement, sont carrément caricaturaux pour donner notre réponse définitive. Voilà, j'ai été un peu vite, mais... Alors, Alors, une question de Lord Science qui avait un trou de mémoire et qui se demandait qui a dit que l'homme était bon de naissance. L'homme est bon de naissance, c'est Rousseau en fait. L'homme qui dit l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Ça, c'est l'idée de Rousseau en fait. Alors la question, c'est de savoir est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a raison? Ou est-ce qu'il a tort? Comme diraient nos amis les Grecs, la vertu est dans le juste milieu. De toute façon, l'homme n'est pas bon naturellement. Techniquement, il y a des gens qui vont avoir un caractère qui va les pousser à être plus mauvais que d'autres, comme par exemple ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Chez certains, c'est inné, ok. Mais maintenant, c'est clair que dans une mauvaise société, il y aura plus de mauvaises personnes, et dans une bonne société, il y aura plus de bonnes personnes. Alors après, on a une question de Ibaz27 qui nous dit, en fait, il est en candidat libre, il n'est pas scolarisé, et il voudrait savoir quel livre tu lui conseilles de lire pour réviser au mieux la philo. Alors, quel livre je te conseille de lire pour réviser au mieux la philo si tu es en candidat libre? Qui soit pas trop difficile. Déjà, il faut absolument, je pense que tu aies lu le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Parce que celui-là, on va te le servir à chaque fois, quasiment. Éthique à Nicomaque, c'est un petit peu difficile parce que c'est une formulation qui se traduit du grec, mais je pense que ça peut t'aider, clairement. Maintenant, quelques textes de Descartes pour la direction de l'esprit, des règles pour la direction de l'esprit. Mais après, encore une fois, ça dépend de ce que tu... Parce que je sais que j'avais des élèves qui étaient réfractaires à la lecture. Je leur disais, lisez ce texte, tu vois, c'est crise cardiaque, quoi. Donc ça dépend de ce que tu peux encaisser en termes de lecture, de ta motivation, parce qu'il y a des textes qui sont ardus, d'accord? Là, le texte que je t'ai donné sur Rousseau, vraiment, il est facile. Même Aristote, c'est un petit peu difficile, mais rien d'incompréhensible. Écoute, je te dirais ça. Maintenant, si vraiment tu es allergique à la lecture, encore une fois, allez voir la chaîne d'Edicto on va dire, c'est un récapitulatif en fait des œuvres qui est pas mal. Je pense aussi que tu pourrais lire des œuvres antiques parce que elles sont assez faciles. Tu vois, par exemple, celles tu regardes, celles de Pythagore qui sont assez faciles et qui ressemblent énormément au discours des écolos aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir que les mêmes idées reviennent. Ça doit être des vers d'or, je crois, celle de Pythagore, si je te dis pas de bêtises. Et c'est assez simple. Voilà, je te dirais ça comme ça parce qu'en fait, techniquement, j'ai pas du tout d'idée de ton intérêt pour la lecture et pour la philosophie. Donc, si vraiment tu veux avoir juste la base, je pense que tu peux pas ne pas lire Rousseau parce que ça tombe très souvent. L'éthique à Nicomaque, ça tombe souvent aussi. Et ensuite, quelques vers, quelques fragments en fait, parce qu'en fait, c'est quelques fragments des auteurs antiques, ça me semble pas mal. Je te dirais bien de lire Platon, mais tu vois, la République de Platon, à mon avis, il faut absolument avoir lu la République de Platon, on le trouve à toutes les sauces. Maintenant, encore une fois, je ne connais pas ton niveau de lecture. Donc, pas ton niveau de lecture en termes de savoir si tu sais lire, mais si tu aimes lire ou pas, parce que de mon expérience de prof, sincèrement, j'avais tellement d'élèves qui voulaient pas lire. Enfin, c'est même pas qu'ils voulaient pas, c'est que c'est pas possible, quoi. Donc, sinon, des dictos. Et autre chose, ça c'est pour les SES et ceux qui font, on va voir pour les échanges, comment ça s'appelle, une chaîne YouTube qui s'appelle Draw My Economy. Hop, comme ça, qui est vraiment génial parce qu'en fait, tous les grands hommes de l'histoire ont parlé par images, d'accord? Parce qu'en fait, la chose qui nous reste quand on écoute un discours de 8 heures, c'est les images, d'accord? Les exemples qui nous ont parlé, les trucs, les petites histoires, tata. L'avantage, c'est que là, vous avez les images et le son. Et c'est toujours super rapide. Donc franchement, surtout pour les SES, si vous n'en sortez pas, mais il y a aussi des thèmes de philo. Allez-y, c'est super sympa. Voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. On en prend une dernière. En gros, quelqu'un, c'est plus de la méthodo, qui a du mal à faire une troisième partie. En général, qu'est-ce qu'elle doit contenir la troisième partie? Alors, quelqu'un qui a du mal à faire une troisième partie, bah oui, parce que, a priori, si tu me dis ça, c'est que tu es dans l'idée de dire, il faut que je fasse un plan, oui, non, peut-être. Et alors là, c'est le plan le plus casse-gueule de l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, c'est impossible. Je veux dire, il n'y a pas de... Quand on te pose une question, tu dis pas, est-ce que je veux du poulet, est-ce que je veux un sandwich au thon? Oui, argument, non, réponse peut-être. C'est impossible, c'est ingérable rationnellement. Donc, si tu as du mal à faire une troisième partie, c'est qu'a priori, tu as du mal avant.
Comment il faut t'en sortir? Exactement comme ce que je disais tout à l'heure. Grand 1, je vais définir le terme important. Parce qu'en fait, l'intérêt de faire ça, c'est de se rappeler que dans tout débat, qu'on débatte avec quelqu'un ou qu'on débatte en philo, il faut définir les termes. Combien de disputes sont réglées quand on a défini les termes, d'accord? Donc, première chose, on définit les termes. Deuxième chose, on apporte les contre-arguments. Il faut savoir faire l'avocat du diable, d'accord? Il faut savoir envisager les contre-arguments qu'on nous fait. Et en 3, il faut y répondre. Et si tu as du mal, si tu as du mal, en fait, a priori, si tu fais ça, tu n'auras pas trop de mal. Hein. Maintenant, c'est clair qu'il faut une certaine culture philosophique et une culture G tout court. Parce qu'il faut être capable d'avancer des arguments. Mais vraiment, si tu prends la méthode... Après, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de la méthode bouée de secours, quand vraiment le sujet ne t'inspire pas et que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Grand 1, dans un premier temps, il nous semble que tous les arguments qui te feraient pencher dans la balance. Grand 2, mais finalement, il faut répondre à ces arguments et conclure. Typiquement, si par exemple le sujet une société peut-elle se passer d'art ne m'avait pas du tout inspiré parce que je sais pas, ça m'avait pas inspiré, je me serais dit grand 1, il apparaît que oui, la société peut se passer d'art parce que finalement pour les échanges économiques on n'a pas besoin, pour éduquer les enfants on n'en a peut-être pas besoin, apprendre à lire il n'y a pas besoin de l'art, pour les trucs complètement basiques j'en ai pas besoin. Grand 2, mais ça suffit pas parce que dans la société il n'y a pas que de la gestion de matériel et purement utile, d'accord? Il y a autre chose. Il y a la recherche du bonheur, il y a les traditions, les cultures, les valeurs, etc. Voilà, c'est la méthode bouée de secours. Grand 1, il semble que, grand 2, la méthode bouée de secours. Comme son nom l'indique, c'est une bouée de secours. En temps normal, tu devrais pouvoir prendre le joli bateau du plan qui te dit grand 1, définition du terme important, grand 2, contre-argument, et grand 3, réponse définitive. Voilà, c'est tout bon? Allez, on continue. Alors, les échanges. Comment on définit un échange? Échanger, c'est donner l'équivalent de ce que je reçois, d'accord? L'équivalent de ce que je reçois avec une idée de réciprocité. Attention, toutes les interactions humaines ne sont pas des échanges. Typiquement, quand les parents, la maman donne la vie à son enfant, elle n'échange rien, elle lui donne la vie, d'accord? Donc, il ne faut pas, le langage courant nous font dire oui, les échanges humains, en englobant toutes les interactions humaines. Mais si on est précis, comme on l'est en philo, d'accord, échange, donner l'équivalent de ce que je reçois avec cette idée de réciprocité. Le reste, c'est du don, et puis il y a d'autres types d'échanges comme on va voir. Alors, les échanges économiques, les échanges culturels et les échanges relationnels. Les échanges économiques, c'est ce qu'on va appeler l'équivalent universel, c'est l'argent, d'accord? L'argent vaut tout. Enfin, vaut tout, entre guillemets, parce que là, c'est la grande question qu'on va voir après. Est-ce que, par exemple, je peux, comme on l'a fait au temps où l'esclavage était encore d'actualité, même si l'esclavage moderne existe encore, c'est un fait, est-ce que je peux échanger de l'argent contre la vie de quelqu'un? Donc, échange économique, échange culturel, c'est ce qu'on va dire, par exemple, dans toutes les traditions, il est institué qu'à Noël, on s'échange des cadeaux, etc. Bon, c'est pas la majorité des échanges. Les échanges relationnels, dans l'amitié notamment, d'accord? Parce que si dans l'amitié, il y a une part de don, il y a aussi une part d'échange, d'accord? Je suis là pour mon ami, quand il en a besoin, et il est là pour moi. S'il n'y a pas cette part d'échange, vous êtes officiellement un pigeon. Voilà. Donc, dans les relations, il y a une part d'échange et une part de don. Les deux. Alors, problèmes principaux, parce que, là encore, je vous l'ai dit des millions de fois, cherchez l'auteur. Nous avons un auteur majeur, peut-être le majeur, quoi, Platon, qui nous dit... la société, d'accord, c'est parce que nous avions besoin d'échanger avec les autres que nous nous sommes mis en société. En gros, livre 2 de la République, si vous voulez aller voir. Le problème, on va le voir juste après, mais très rapidement parce qu'en fait l'heure tourne. Le problème, c'est que quand un soldat va mourir pour son pays, il échange rien, il donne juste sa vie. Et il donne pas sa vie pour avoir le droit d'échanger, il donne sa vie pour des valeurs auxquelles il croit. Donc même si, oui, en partie les échanges économiques, etc. sont à l'origine de la société ne tient pas seulement sur les échanges. Très très important parce que vous allez avoir des gens comme Adam Smith, si vous faites de l'économie vous l'avez vu, sinon vous allez sur YouTube Draw My Economy et vous tapez la main invisible d'Adam Smith et vous allez comprendre, qui vont dire non mais les échanges sont à l'origine de la société et de sa bonne marche. Pas toujours, d'accord? Et en plus il faut une part de bénévolat, il faut une part de don et de gratuité. Sinon, toutes les personnes de la société qui ne sont pas en mesure d'échanger, les petits-enfants, les personnes malades, etc.,
ben elles sont out. Ça veut dire qu'on ne s'en préoccupe pas. Voilà, très rapidement. Ensuite, les échanges économiques et la justice. Vous avez un sujet qui est très courant, qui est la morale a-t-elle sa place dans les échanges? Ben, quand vous avez un truc comme ça, d'accord, qui sort, l'an dernier, 82% des richesses créées ont bénéficié aux 1% les plus riches. Quand vous avez un truc comme ça qui sort, ben, il y a forcément un problème, d'accord? Parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim sur Terre alors qu'il y en a qui ont 5 maisons. Il y a vraiment un vrai problème. Donc, normalement, la morale devrait avoir sa place. La morale qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, devrait avoir sa place dans les échanges économiques pour éviter les dérives. Mais c'est pareil pour la technique, d'accord? C'est pareil pour la science, c'est pareil. C'est toujours pareil. L'homme devrait dire, ici on s'arrête, parce que sinon, ça va nous porter préjudice. Donc je me dépêche parce qu'en fait, le temps tourne, le temps tourne. Les échanges sont-ils à l'origine de la société? Sujet qui est tombé aussi il n'y a pas longtemps, il me semble. Alors, là vous avez vu les deux termes. Tac, comme d'habitude. Grand 1, je vais définir mon terme. Grand 2, tac, et grand 3. Grand 1, la société. Qu'est-ce que la société? Grand 2, oui. Alors, là, attention, on va devoir nuancer. Je vous ai dit depuis le début, il faut donner les contre-arguments. Techniquement, là, il n'y a pas de contre-argument, parce que c'est évident que c'est parce qu'on avait besoin d'échanger qu'on s'est mis en société. Entre guillemets. Même si, encore une fois, la première des sociétés, c'est la famille, et les parents donnent la vie. Ils n'échangent rien. Donc, au fond, on pourrait quand même se dire que, en tout premier, en termes de temporalité, c'est le don qui est à l'origine de la société. Même si, bien sûr, ensuite, on se met avec son semblable pour pouvoir échanger, parce qu'on a tellement de besoins, c'est ce que nous dit Platon, on a tellement de besoins et on a si peu de moyens pour y répondre tout seul qu'on a intérêt à se mettre en société. Donc, grand 1, qu'est-ce que la société? Grand 2, les échanges. Bien sûr que les échanges sont au fondement de la société, d'accord? Et tous les échanges ne sont pas économiques. Les échanges relationnels, etc. Et grand 3, mais il faut absolument compléter, d'accord? Il faut absolument compléter, sinon on en arrive à des sociétés comme la nôtre, où en fait, ce qui est premier, c'est les échanges économiques, et pas l'homme. Et du coup, il y a des gens qui meurent de faim. Donc, il faut absolument dire la société, et en plus, encore une fois, c'est ce que je vous donnais l'exemple, tous les soldats Première, Seconde Guerre mondiale qui sont allés se battre et qui sont morts, techniquement, ils n'ont rien échangé. Et ils ne se sont pas battus pour pouvoir échanger économiquement. Ils se sont battus parce qu'ils se sont dit, Troisième Reich, c'est pas nos valeurs, c'est mort. Jamais de la vie, on se soumettra à ça. Donc, la société, ce ne sont pas que des échanges. C'est aussi du don, des valeurs, etc., etc. Je suis désolée, j'ai été très très vite, mais en fait, l'heure tourne. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. Mince. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Du coup, les questions, il y a quelques questions, mais là, j'étais tellement vite. Quelques questions. La dernière. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire le lien avec autrui, du coup, dans l'échange, non? Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'échange toujours avec quelqu'un. Techniquement, c'est difficile d'échanger avec un chat, parce que déjà, il faudrait pouvoir mesurer un équivalent. Parce que même si toi, tu grattes ton chat et qu'il va ronronner en disant c'est cool, il te rendra jamais l'amour que toi, tu lui portes. C'est horrible, hein, mais c'est vrai, c'est une réalité. Qui a eu un chat sait que le chat ne nous porte pas de l'affection d'échange. Un petit peu. Une question vraiment juste. Est-ce que c'est Théophile Gautier qui a dit que tout ce qui est utile est beau? Théophile Gautier, tout ce qui est utile est beau. En fait, c'est une idée qui traîne déjà. Je ne saurais pas dire si c'est techniquement Théophile Gautier sûr. C'est pas un philosophe Théophile Gautier, il me semble que c'est un romancier. Mais c'est une idée qui traîne dans toute l'histoire de la philosophie. Parce qu'en fait, on trouve des idées comme la beauté sauvera le monde. Pour Platon, ça fait partie des universaux, le bien, le beau, etc. Des trucs les plus magnifiques. C'est une idée qui traîne. Je ne saurais pas te dire de manière sûre. Maintenant, tu vas sur Monsieur Google qui sait tout, hein, et tu lui demandes et il te donnera une réponse sans doute plus certaine que la mienne. Voilà. Pour la partie autrui, est-ce qu'on peut utiliser le huis clos de Sartre? Pour la partie autrui, est-ce qu'on peut utiliser le huis clos de Sartre? Oui, le fameux « enfer, c'est les autres », évidemment. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait utiliser ça en disant que, mais enfin, il faudrait déjà que les élèves le comprennent, parce qu'il y a plein d'élèves qui ne comprennent pas trop la mauvaise foi, etc., etc. En fait, Sartre, quand il dit « l'enfer, c'est les autres », ça va avec « autrui me vole mon monde ». D'accord? Parce que autrui, en fait, il donne un sens autre à mon monde que ce que moi je lui donnais originellement, d'accord? Mais il faut rentrer dans la philosophie de Sartre. Donc oui, tu pourrais utiliser huis clos, la pièce, la fameuse pièce de théâtre, si tu maîtrisais le cours sur Sartre. Parce que moi, je me suis aperçue à long terme, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé,
qu'il y a plein d'élèves qui me parlent de la mauvaise foi, qui me parlent du garçon de café, qui me parlent du huis clos. Mais en fait, c'est juste que, encore une fois, je vous dis, ce qu'on retient, c'est les exemples et les images. Ils ont entendu garçon de café, ils ont retenu l'enfer, c'est les autres parce que c'est assez choquant pour être retenu. Mais ils n'ont pas saisi que tout autour, il y avait une théorie qui allait avec. Donc généralement, ils ne la sortent pas au bon endroit. Donc, tu peux utiliser Sartre si vous l'avez bien vu en cours, si tu as bien compris et que tu es sûr que tu vas le replacer correctement. Maintenant, il faut savoir que Sartre, il y a Sartre qui a dit, voilà, avec les existentialistes, l'enfer c'est les autres. Il y a quand même des philosophes qui se sont, notamment les philosophes personnalistes, qui se sont levés en disant non, les autres c'est le ciel, parce que de toute façon on en a tellement besoin. Et ils ont même été plus loin, c'est qu'ils ont dit mais la personne est faite pour donner. Bon là je te fais une grosse caricature parce que vraiment on n'a pas le temps, mais l'idée c'était ça. Voilà, donc oui, huis clos, ok, si tu maîtrises. C'est tout bon? Bon, voilà, et ben écoutez, hop, c'est fini pour ce soir, puisque simplement juste je finis sur un film à regarder qui pourrait largement vous aider pour toutes les questions du rapport à autrui, qui s'appelle Will Hunting. Sincèrement, allez-y, vous allez voir, le héros c'est un surdoué de l'existence, mais en fait, sans les autres, bah, il aurait du mal à se sortir, sans sa bande de copains et sans le psy qui va le suivre, qui est absolument mais génialissime. Et ensuite, pour tout ce qui est des dérives de l'échange monétaire, vous avez Capitalist Love Story il s'appelle Michael Moore. Vous le trouvez en français sur YouTube et c'est super intéressant de voir qu'en fait, quand c'est les échanges économiques qui priment, il y a énormément de problèmes autour. Donc franchement, voilà, si je dois vous conseiller deux choses, c'est ces deux-là, le film, super sympa à regarder, et là, le documentaire. Et ensuite, la chaîne vidéo Draw My Economy, franchement, je pense que ça peut en aider certains. Et des dictos pour ceux qui ont du mal à lire et qui voudraient alors certes, un truc un peu intello, mais qui peut franchement vous aider. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère, malgré le fait que là je me sois dépêchée, que ça vous a été utile. Et à très bientôt sur DigiSchool.